Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est toujours un grand plaisir de revenir sur cette antenne, plus précisément sur la 98.7, pour décortiquer avec un invité l'actualité politique du Sénégal. Aujourd'hui, nous avons comme invité M. Mamadou Ba. M. Ba, bonjour. Bonjour, M. Diouf. Vous allez bien? Ça va, alhamdoulilah, je vais bien. Merci beaucoup. Ok. Mamadou Ba est un enseignant à l'élémentaire de la génération 13 des volontaires de l'éducation. Il est également chroniqueur politique et sociétal, acteur de développement dans les associations sportives et culturelles, ANC. Monsieur Ba, vous confirmez cette présentation? Oui, exactement, M. Diouf. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur votre cursus? Non, à part que tout ce que vous avez dit, c'est comme ça. Hein? Monsieur Ba, ma toute première question s'intéresse à vos activités. Quel est le rôle d'un acteur de développement dans les associations sportives et culturelles? Alors, merci beaucoup, M. Diouf. Permettez-moi de dire que c'est un immense plaisir d'être votre invité aujourd'hui pour discuter de l'actualité, plus précisément l'actualité politique et sociétale. Avant tout, je dis bonjour à votre directeur, M. Diop. Abdoulaye Diop, que nous saluons au passage, merci. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Bonjour à vos techniciens, je dirais, les hommes de l'ombre. Tout à fait. Je prie pour votre groupe que Dieu vous assiste dans votre tâche. Merci. D'autant plus que c'est un métier si noble. C'est pourquoi on dit que vous avez un pouvoir aussi fort. Donc bonjour à ma famille aussi de la Cité des Nations Unies, mes amis de Cameroun des Nations Unies, mes collègues de Pikine, de Jolof, sans oublier mes parents Peul, du Jolof, de Dayan, Djulti, Patakou, sans oublier aussi mes parents de la Cité Bassos, de là-bas où j'ai grandi. Donc effectivement, quand on dit acteur de développement, naturellement quand vous êtes enseignant, vous êtes beaucoup plus près de la société, donc automatiquement vous devenez acteur de développement de facto. Donc si on double cette dénomination acteur de développement à enseignant, c'est pour tout simplement préciser. Mais naturellement l'enseignant est un acteur de développement. Mais nous, on s'active sur ce qu'on appelle les ASC, Associations sportives et culturelles, qui veut tout dire. Bon, naturellement au Sénégal, quand on parle d'associations sportives et culturelles, les gens pensent tout simplement au navetan, c'est-à-dire au sport. Mais il y a la culture, il y a l'éducation dedans. Aux activités que vous faites durant les grandes vacances, effectivement. Parce que ce sont les enseignants qui ont ce temps-là, et les élèves aussi. Donc on en profite pour donner de notre temps aux jeunes avec l'éducation, parce que le sport c'est de l'éducation, la culture c'est de l'éducation. Donc ça sont des choses qu'on ne voit pas, mais ça se passe dans les ASC. On éduque les jeunes là-bas. Donc à peu près c'est dans ce sens qu'on dit que tu es un acteur de développement. Donc je suis un acteur de développement en ce sens. Merci. Alors votre éducation est basée sur quoi dans ces structures-là, dans les associations sportives et culturelles? Mais surtout, ça, quand on parle d'éducation, on pense naturellement à le bien-être, à être dans la société, à ne pas avoir de problème dans la société. Si je dis ne pas avoir de problème, c'est que être dans une société, c'est pouvoir vivre en commun, c'est pouvoir vivre ensemble sans aucun problème. Et quand on parle aussi de sport, on pense à ce qui est une victoire et ce qui est une défaite. Donc une victoire et une défaite, si on essaie de développer ça, ça développe ce qu'on appelle chez la personne la capacité d'accepter la vie. Parce que la vie est faite de victoires et de défaites. Et de défaites. Et des fois aussi, il y a des hauts et des bas. Et des fois aussi, durant les grandes vacances, les ASC s'organisent pour donner des cours de renforcement aux jeunes qui sont dans le quartier. Et sans contrepartie, on le fait naturellement, tout simplement parce qu'on est là pour eux.
Parce qu'on constate souvent que durant les camps de vacances, si les enfants ne sont pas récupérés, alors ils errent dans les rues, ils font n'importe quoi. C'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que si on ne les occupe pas, parce que ce qu'on fait, c'est occuper l'enfant. L'enfant n'aime pas le terrain vide. Et le terrain vide, c'est de le laisser comme ça, déambuler. L'enfant n'a pas besoin trop de liberté. Mais la liberté, même l'enfant, même l'adulte n'a pas besoin trop de liberté. Donc nous, on s'essaye sur ça. Bon, ça peut aider les parents, mais aussi ça peut nous aider dans notre travail pendant qu'enseignant. Pour ne pas perdre la main aussi. Tout à fait. Ça, c'est important, M. Ba. Donc, vous complétez l'éducation des enfants, même l'éducation des enfants reçus dans les maisons. Exactement, vous l'avez dit. Vous êtes proche des couches sociales défavorisées. Parce qu'on sait que vous êtes dans la banlieue. Alors, quels sont les principaux problèmes que vous rencontrez à ce niveau-là? Mais M. Diouf, vous avez touché un problème qui n'est même pas un problème de la banlieue. Moi, je dirais que c'est un problème du Sénégal. Tout à fait. C'est la pauvreté. Parce que vous avez parlé de banlieue. Mais effectivement, la banlieue, là, ça veut dire que c'est le nœud. Quand moi qui travaille dans la banlieue, plus précisément à Pikine, je sais ce qui se passe. J'ai des élèves. Est-ce que quelqu'un peut s'imaginer qu'un élève peut venir à l'école sans bagage? Sans bagage. En ce 21e siècle, ça ne devrait pas se passer. Tout à fait. Et des fois, tu es obligé de jouer le rôle de social pour combler ce genre de gap. C'est un exemple. C'est un exemple parmi tant d'autres. Je ne parle même pas du manger. Des élèves qui viennent à l'école sans prendre leur petit déjeuner. Et là, si l'enseignant ne fait pas bien attention, il risque de compromettre même. Merci beaucoup. De compromettre l'éducation sans même comprendre ce qui est derrière ce qui se passe. Tout à fait. Parce que les enfants sont vulnérables. Et l'enfant ne dira jamais que je n'ai pas pris mon petit déjeuner. Tout à fait. Donc c'est toi qui dois être un observateur pour savoir que cet enfant-là, peut-être il n'a pas pris son petit déjeuner. Peut-être il a été bastonné avant de devenir. Peut-être il faisait des travaux ménagers dans la maison, etc. Il n'a pas bien dormi parce que dans des conditions extrêmement difficiles, ça vous empêche. C'est une promiscuité extraordinaire qui est là-bas. Tout à fait. C'est une promiscuité extraordinaire. Et ça ne favorise pas quand même l'éducation de l'enfant. Vous jouez un rôle très important. Souvent, pour gérer ces cas-là, alors ça demande énormément de moyens. Alors des fois, vous avez des soutiens, bien des financements pour mener vos activités correctement. Alors, donc là aussi, comme je dis, l'école, d'abord, je parle parce que quand on dit l'école est locale. Comme l'école est locale, parce que c'est un domaine de compétence, de savoir, qui est affilié à la mairie. Donc là aussi, nous, notre interlocuteur direct, c'est la mairie. Bon, est-ce que la mairie fait son travail? Je ne dirais pas à 100%. Donc tu es obligé de les interpeller sur certaines situations pour qu'ils réagissent. Autre chose aussi, c'est-à-dire que quand on dit l'école est locale, ça veut dire que dans le quartier, il y a forcément des bonnes volontés qui sont passées par cette école-là, qui peuvent venir en aide aux élèves. Parce que tout simplement, c'est leur école, c'est leurs enfants, peut-être son enfant, l'enfant de l'autre, c'est leurs enfants. Donc, tu peux les solliciter pour qu'ils te viennent en aide. D'autant plus que, peut-être on va y revenir, l'État a un peu délaissé le fonctionnement de l'école par rapport à ce qu'on faisait autant. On n'a pas le... Parce que souvent on voyait qu'il y avait des cantines scolaires, alors qu'il y avait peut-être certains à gérer le manger, au moins un repas par jour. Mais est-ce que ça existe jusqu'à présent? Bon, ça existe jusqu'à présent, mais dans certaines zones tout simplement. Parce que naturellement aussi, quand quelqu'un veut t'aider, il faut s'aider.
Par exemple, quand vous prenez une carte scolaire, vous l'emmenez dans un endroit et que les gens l'utilisent de façon malsaine, mais cette personne-là ou bien cette organisation-là va reprendre la chose et l'amener dans une zone. Et c'est ainsi, parce que aussi, là aussi, on touche le problème de la gestion qu'on va parler après. Tout à fait. Alors, M. Ba, 38% de la population vit sous le seuil de pauvreté. C'est un pourcentage alarmant. Est-ce que ça montre que nos gouvernements n'arrivent toujours pas à régler ce problème de pauvreté-là? Bon, ça dit résoudre le problème de pauvreté, je peux dire non. Parce que les chiffres, c'est alarmant pour un pays. Ce Sénégal-là a beaucoup de ressources, on va en parler aussi. Parce que de 18 millions d'habitants. Quand même, il y a beaucoup de ressources. On va venir. Moi, je dis toujours que on ne peut pas l'éradiquer, mais quand même, on peut le diminuer. Ça, c'est une volonté politique tout simplement. C'est-à-dire que moi, je me suis toujours dit que depuis les indépendances, sur ce qu'on a vécu et sur ce qu'on a lu dans les histoires, le Sénégal a toujours eu un problème de développement économique. C'est-à-dire que la politique économique du Sénégal, pour moi, c'est un échec depuis 1960. Parce que depuis l'indépendance. Et cela est dû à un problème de vision. C'est-à-dire, nous, qu'est-ce qu'on voulait? On voulait un développement économique ou bien on voulait, comment dirais-je, satisfaire les besoins des Européens. Ça aussi, on en parle. Tout à fait. Alors, mais où le bas blesse carrément, c'est-à-dire que les populations, on parle d'infrastructures, on parle de réalisation des infrastructures, mais souvent on constate que au niveau de la population, vraiment ça laisse à désirer. Est-ce que les gouvernants ou bien le nouveau gouvernement même qui va venir, alors ne devrait pas au moins s'attaquer aux problèmes sociaux pour au moins équilibrer la donne? Mais M. Diouf, ce gouvernement-là, je ne dirais pas il a l'obligation, il a le devoir, c'est-à-dire de régler le mieux-être des Sénégalais. Parce que la façon dont ils sont arrivés au pouvoir le démontre déjà. Parce que quand on dit 54% des électeurs ont voté pour quoi? Mais ces 54%-là ne sont pas seulement des jeunes. En majorité des jeunes. En majorité des jeunes. Même moi, je me suis toujours dit que ces 54%-là, c'est un mélange de jeunes et d'adultes désemparés. Parce que je me suis toujours dit que quand un jeune a des problèmes, mais ça se répercute dans sa famille. Moi qui ai un problème, mais ça touche mon père, ça touche ma maman, ça touche mes frères, mes soeurs, etc. Donc ces gens-là auront le même ressenti que moi. Donc ces 54%-là démontrent que c'est toute la population presque qui a besoin de changement. Le changement, c'est quoi? C'est-à-dire qu'eux, ils ont trouvé des infrastructures. D'après ce qu'Abdoulaye Wade nous a laissé, ce que le président Macky Sall nous a laissé. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont maintenant eux devant eux? Eux, ils sont devant ce qu'on appelle la cherté de la vie, c'est-à-dire le mieux-être des Sénégalais. La première chose à faire, c'est de bloquer d'abord l'inflation des prix. L'inflation des prix, c'est-à-dire que là, tu bloques l'inflation des prix. Maintenant, après s'atteler à réduire les besoins de première nécessité. Et cela demande un sacrifice. Moi, je ne sais par quelle magie ils vont le faire, mais ils doivent le faire. Pour marquer le pas déjà. Parce que tous les présidents venus, la première chose qu'ils ont faite, c'est de marquer le pas. Quand on parle de Wade, il avait fait. Macky Sall, il avait diminué les impôts. Eux, ils doivent marquer le pas. Comment? En réduisant le coût de la vie. Maintenant, comment? Moi, je me demande. C'est important.
C'est-à-dire, quand on parle de développement, Et c'est surtout nous avons un nouveau gouvernement technocrate. mais vraiment technocrate, Donc ça ils doivent y arriver. mais quand tu regardes la structure du gouvernement, tu te dis que ce gouvernement-là est exempt de reproches dans le choix, bien sûr, dans le choix. Peut-être c'est la façon dont ils sont arrivés au pouvoir qu'ils ont eu. C'est pas un gouvernement politique qu'on avait l'habitude de voir. Mais Donc nous avons constaté qu'il n'y a que des technocrates. il n'y a que des technocrates, il n'y a que des gens du Sérail. Parce que ces gens qu'on a choisis sont des gens qui ont occupé des postes dans le gouvernement. Peut-être dans l'administration, je vous dis exactement, dans les ministères et trucs. Donc ils savent exactement ce qui se passe. Ils savent ce qui se passe. Donc ça veut dire que eux, ils n'ont pas le droit de faillir. Il faut qu'ils insistent sur l'industrialisation. Dans tous les pays développés, c'est l'industrialisation. Mais Diouf, quand on parle d'industrialisation, mais l'industrialisation, c'est comme un tronc d'arbre, avec des ramifications de branches. Ces branches sont l'agriculture, l'élevage, la pêche, les minéraux, etc. Et quand on parle d'agriculture maintenant, mais le Sénégal a 2,5 millions d'hectares de terres cultivables. Mais c'est énorme. C'est énorme, tout à fait. Quand on parle de pêche, on a 212 km² de côte. Et les gens disent que, quand les gens disent que 750 km de côte ou bien 720 km de côte, mais ça c'est la longueur. Mais la superficie, 212 km², plus grand même que le Sénégal en tant que tel, la terre sénégalaise. Et moi je me demande, toute cette manne-là, et tout ce que ça regorge comme de ressources naturelles, comment le Sénégal peut avoir un problème de poissons ou bien de produits céréaliers, etc. Moi je me dis que ça c'est un manque de volonté politique. Les licences de pêche qu'on a attribuées aux bateaux étrangers qui exploitent nos ressources au détriment des pêcheurs sénégalais. Oui, les coopérations. C'est-à-dire quand on parle de coopération aussi, comme on ne peut pas ne pas avoir de coopération, parce qu'on ne vit pas seul dans ce monde-là. Donc on est obligé de coopérer avec les autres pays du monde. Mais quelle coopération? Mais ça, moi je me dis que quand on fait une coopération, mais la coopération, je ne vais pas léser ma population pour te faire plaisir. Ou bien je ne vais pas léser ma population pour quel groupe de personnes. Ça veut dire que la façon dont on signe nos accords de pêche là, ça laisse à désirer. Parce qu'on ne peut pas, des gens qui vivent de pêche, mais par rendez-vous qui vivent de pêche, qui te disent que c'est difficile d'avoir tel poisson ou bien tel poisson, mais ça pose problème. Et ça c'est l'ère Abdou Diouf, fin Abdou Diouf, Abdoulaye Wade, Macky Sall. Et j'espère que ce gouvernement-là va prendre toutes les mesures pour essayer en tout cas de régler ce problème. Parce que ce qu'on constate maintenant, la pêche devient très rare et les pêcheurs qui s'activaient dans ce secteur-là n'ont plus la mer pour d'autres horizons. Si ça continue, ils ne vont pas s'arrêter. Parce que c'est très simple. Une personne, quand il ne se voit pas sur ce qu'il fait, mais il emprunte une autre voie, c'est très simple. Moi je me demande comment l'État peut regarder des bateaux arriver dans nos côtes et gêner des gens qui vivent au jour le jour. Tout à fait. Et c'est des bateaux qui détruisent la mer avec leur façon de pêche. Leurs filets, des filets qui ne sont pas acceptés par la Convention. Alors, en termes d'indice de pauvreté, d'indice de développement humain, le Sénégal a quitté la 154e place pour être à la 169e place. En termes de chômage, on est passé de 13% en 2012. 2012, ça veut dire que la date où l'année où le président Sall est venu au pouvoir, à 24% aujourd'hui. Ça vous dit quoi ce chiffre-là? Ça confirme ce qu'on venait de dire. Mais ça ne doit étonner nullement sur ce qu'on vit là. Parce que moi je me dis que quand on parle de pauvreté,
les gens pensent naturellement à la banlieue ou bien en tout cas les villes qui ne sont pas, c'est-à-dire où on trouve ou bien le monde rural. Je veux en arriver. Je veux dire que la pauvreté, c'est dans le monde rural. Tout à fait. Et ce monde rural-là a été délaissé. Comment elle a été délaissée? Mais c'est parce que tout simplement, les activités qui leur permettaient de survivre, ces activités-là, mais ne marchent pas. Mais l'agriculture, mais moi je me dis que comment on peut... C'est une activité qui ne dure que 3 mois. Mais après les 3 mois, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils sont obligés de venir à Dakar ou bien en tout cas dans les grandes villes, de s'activer pour avoir au moins un 500 francs par jour, un 2000 francs par jour pour pouvoir survivre. Parce que s'ils restent là-bas, ils n'auront aucune activité à faire jusqu'à l'hivernage prochain. Tout à fait. Et ça pose problème. Ça pose problème. Ça veut dire que la façon dont on fait notre agriculture, là aussi c'est à revoir. Donc, de manière générale, on peut tirer un bilan négatif sur le plan économique. C'est tous les gouvernants qui sont passés par là, de Senghor à Macky Sall. Tous les gouvernements qui sont, c'est-à-dire qu'on a changé ici, c'est-à-dire les alternants sont dus à des problèmes économiques. Parce que vous venez avec l'espoir, les gens ont l'espoir, et vous venez vous attaquer des choses que les gens... Je ne dis pas que c'est pas bon, parce que quand on parle d'infrastructures, les routes, etc. Mais l'idée est dans ça où vous avez Tout à fait. Et c'est ça le problème du Sénégal. Et ils ont eu leur slogan, leur plan. Par exemple, le dernier en date, le plan Sénégal émergent, et jusqu'à présent, on constate que le Sénégal n'est pas émergent. Parce que tout simplement, ce qui était dans le plan, ils ont beaucoup plus mis l'accent sur ce qui n'était pas dans le plan. Parce que les infrastructures dont on parle, le terre, le BRT, etc., et ça ne fait pas partie du plan Sénégal émergent. Le plan Sénégal émergent visait beaucoup plus sur l'autosuffisance alimentaire et l'électrification rurale, etc., que les infrastructures. Mais malheureusement, dans le régime de Macky Sall, du président Macky Sall, ils ont beaucoup plus mis l'accent sur les infrastructures. La preuve, quand les activistes ou bien les bénévoles parlent du bilan de Macky Sall, généralement, ils te citent la première chose qu'ils te citent que les réalisations infrastructurelles. Par exemple, BRT, terre, des hôpitaux partout passés. Mais quand même, il y a des choses beaucoup plus importantes que ça. Et au niveau... Et à quel prix aussi, à quel prix on a fait ces infrastructures-là? On reviendra sur ça, sur la dette que le gouvernement de Macky Sall nous a léguée, nous a laissée. Alors, une toute dernière question sur la page, sur la page Macky Sall. Alors, un bilan assombri, d'accord, un bilan social vraiment très inquiétant. Alors, mais un bilan assombri également selon certains glissements par certains experts, par un glissement autoritaire du président Sall. Ces dernières années, le président Macky Sall a toujours été accusé de s'en être pris à de nombreux opposants. Vous confirmez ça? Mais c'est ce qui est passé réellement. Il faut dire les choses telles quelles. Lorsque le président Macky Sall est arrivé au pouvoir en 2012, la première chose qu'il a fait par rapport à ces opposants-là, c'est d'abord de réduire l'âge d'accès au pouvoir. 75 ans. Ça, c'est pour éliminer Abdoulaye Wade. Parce qu'Abdoulaye Wade pouvait revenir et devenir président. Ça, j'en suis sûr et certain. En 2019, s'il revenait, il allait être président. Alors, ça c'est fait. Karim Wade, qui était le principal opposant en ce temps-là. On a créé ce qu'on appelle la CRI, le traité des biens mal acquis.
l'enrichissement illicite. L'enrichissement illicite, ce qui est très bien. Mais malheureusement, ça ne visait qu'une seule personne, qui était l'opposant numéro 1 en son temps. Après, il y a eu Khalifa Sall, qui lui aussi était l'opposant numéro 1 en 2019. On l'a accusé de choses, peut-être. La caisse d'avance. La caisse d'avance, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. En tout cas, ce qu'on peut en tirer, globalement, c'est qu'il a ciblé des personnes qui pouvaient le remplacer. Tout à fait. Maintenant, en 2024, bien avant même 2024, lorsqu'en 2019, il y a un opposant qui est sorti de nulle part pour avoir 15% pour sa première élection présidentielle, en l'occurrence M. Sonko. 15% est classé troisième, avec une seule partie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de coalition. Là, Macky Sall, c'est une bête politique. Il sait nettement que ce gars-là, d'ici quelques années, il va devenir son principal opposant. Bon, malheureusement pour eux aussi, ils ont fait des erreurs dans leur façon de faire, jusqu'à avoir des problèmes avec la justice. Là aussi, il faut le dire. C'est ce qui s'est passé. Et l'État s'en est profité. Et l'État en a profité, parce qu'en politique, il n'y a pas de... Il y a un problème. Donc, ils se sont acharnés sur lui, bien sûr que, bon, il y a quelque part des erreurs de la part de ces gens-là, mais aussi, l'acharnement a été visible après. D'autant plus que dans la justice, il y a eu des... Comment dire, il y a eu des démissions par-ci par-là. Ça veut dire qu'il y a forcément quelque part des problèmes. Tout à fait. Alors, mais ce qu'on a constaté également sur la gestion de l'État sous le magistère du président Sall, non seulement les opposants ont été emprisonnés, mais également beaucoup de jeunes ont été enfermés, emprisonnés. Alors, moi je dirais tout de façon additive. Ça, j'en suis sûr et certain. C'est-à-dire qu'on ne peut pas emprisonner mille et quelques jeunes en leur donnant des motifs de comment dire, je ne sais pas encore, de terroristes, de casse, etc. Et se réveiller un bon jour et faire sortir tout le monde. Ça veut dire que c'est pas sérieux. Ça veut dire que naturellement, donc, ce qu'ils avaient fait, ou bien ce qu'ils avaient fait, ils l'ont fait arbitrairement. Parce que quand on m'accuse de terrorisme, mais le mot est très lourd, quand on m'accuse de casse, c'est-à-dire que j'ai détruit des biens d'autrui, j'ai empêché à des gens de travailler, normalement je dois être jugé, parce que la loi c'est pour le peuple. Mais on ne peut pas se lever un bon jour et libérer ces gens-là, soit disant qu'on est en train de pacifier l'espace politique. Moi je ne suis pas d'accord. Moi j'aimerais bien qu'on aille jusqu'au bout pour dire est-ce que réellement ces accusations-là sont avérées ou pas. C'est ce qui est normal dans un pays normal. Mais ce qui s'est passé au Sénégal durant le magistère Macky Sall, tout le monde, sans exception, tu le dis ou bien tu ne le dis pas, tu sais nettement qu'on était en train de jouer avec la justice des populations. Et malheureusement, tous ces gens-là qui ont fait la prison ont été libérés comme ça, sans jugement. C'est pourquoi les gens disent que, donc faites très attention, parce qu'il y a des terroristes qui courent dans la rue. Mais, parce que c'est vrai. Tout à fait. Parce qu'on les a accusés de terrorisme, donc ils sont dans la rue. Alors, un vent de fronde souffle dans l'Alliance. Comme vous êtes chroniqueur, vous savez ce qui se passe, vous avez votre mot à dire sur ce qui se passe dans l'actualité politique du Sénégal. Alors, un vent de fronde souffle dans l'Alliance pour la République. Alors, le président Macky Sall, le président sortant, alors, informe rester le président du parti. Et il a confié la coordination, il a confié la coordination à Amadou Mame Diop, le président de l'Assemblée nationale,
Alors, on a vu de l'autre côté le candidat de l'Alliance pour la République, Bernard Bokk-Yakaar, Amadou Ba. Oui, il invite même les républicains et démocrates à poursuivre l'élan de la campagne électorale. Pour gagner les batailles du futur. Donc, il ne lâche pas le morceau. Alors, maintenant, l'inévitable bras de fer à la direction de l'APR et surtout entre Macky et Amadou Ba. Ça commence. Mais cette bataille-là, ça a démarré depuis juillet 2023, lorsque Macky Sall a annoncé qu'il ne fera pas un troisième mandat. Et il a vu, pourtant, il a choisi Amadou Ba. Mais ce choix-là, tout le monde sait que c'est un choix téléguidé. Ce n'est pas un choix où tout le monde est d'accord. Bien sûr que dans un choix, tout le monde ne va pas être d'accord. Mais eux aussi, dès qu'ils ont dit qu'au président Macky Sall, on te donne la carte blanche, ils devraient quand même se plier à ce choix. Mais malheureusement, le gars aussi a fait un choix et est revenu pour faire comprendre aux gens j'ai choisi, mais est-ce que ce choix-là, ça peut gagner? On ne sait pas. En tout cas, ce que je peux dire sur l'APR, je dirais même Bernard Bokk-Yakaar. D'ailleurs, il y a des partis qui commencent à sortir. J'ai entendu l'URD dire que maintenant il n'y a pas Macky Sall, donc ils sont. Et même le PS, ils ont commencé à convoquer des réunions pour voir ce qu'ils vont, les décisions qu'ils vont prendre. Il n'y aura plus d'APR, ça c'est moi qui le dis. Parce que l'APR c'est qui? Mais l'APR c'est tout simplement Macky Sall. Même le Bernard Bokk-Yakaar c'était Macky Sall. Les partis qu'on dit là, par exemple l'AFP, le PS, mais ce sont des partis de maquillage tout simplement. Ils n'ont aucun poids politique dans Bernard Bokk-Yakaar. Bernard Bokk-Yakaar s'identifiait au président Macky Sall. La preuve, les élections passées là, mais 38%, 33% bien 38%. Mais 38%, Macky Sall pouvait avoir beaucoup plus que ça. Mais malheureusement, comme il n'est pas candidat, il a laissé le parti. Il y a des gens qui sont tout simplement que des inconditionnels de Macky Sall. Quand Macky Sall part, eux aussi ils partent. Maintenant, Amadou Ba, il a le droit, il a aussi l'obligation, il doit aussi avoir du moins la prétention, mais de diriger ce pays. Parce que tout simplement, il en a les moyens, il en a l'expertise, mais aussi il peut récupérer ses camarades de parti. Mais avec ce qui se passe, c'est-à-dire que le président Macky Sall ne lâche pas le morceau. Et il confie la coordination à Amadou Ba. Ça veut dire qu'il écarte directement Amadou Ba sans le dire. Macky Sall ne peut pas diriger de loin. Ça c'est une dans ce pays-là. Abdoulaye l'a essayé, il ne peut pas diriger de loin. C'est-à-dire que certains vont accepter ce qu'il a dit, mais d'autres vont se dire que attends là, mais le gars, il a dit politiquement, maintenant il n'est plus au Sénégal, il ne peut pas être à l'extérieur et nous diriger dans nos combats politiques. Mais est-ce que Amadou Mamdio a la carrure et le charisme de diriger la paix où on voit que des barons, des gens de première heure, je peux citer les Abdoulaye Daouda Diallo, les Farba qui sont très puissants, et tant d'autres leaders qui sont là. Est-ce que vous me suivez? Moi je crois qu'Amadou Ba peut rassembler ces gens-là. En tout cas, l'exemple du PDS, Parti démocratique sénégalais, est une bonne leçon pour même le PS. Le PS également. C'est-à-dire dès que le leader quitte, naturellement il y a des gens qui ne vont pas rester. Parce qu'ils se disent que Diouf ne va pas me diriger, Diouf va dire que Ban ne va pas me diriger. Donc chacun va essayer de se frayer un chemin. Maintenant, il y a des partis qui peuvent, pour moi, il y a des partis qui peuvent se remobiliser. Parce que moi, je dis que le PS, c'est un parti moine. On ne doit pas le laisser comme ça. C'est les premiers partis, c'est les partis traditionnels. C'est les partis traditionnels. Mais là, maman, Aminata doit se ressaisir. Mais voilà. C'est-à-dire que, est-ce qu'à cette période-là, c'est-à-dire que les partis ne doivent pas être renouvelés par des jeunes, parce que le passé a donné l'exemple. Le passé a donné l'exemple. Deux, les nouveaux électeurs
ne connaissent même pas ces gens. C'est ça. Parce que Aminata Mbengue Ndiaye, quand quelqu'un te dit Aminata Mbengue Ndiaye, c'est elle qui dirige le Parti socialiste. 90% des jeunes vont demander qui est cette femme. C'est qui cette femme? On ne le connaît pas. Moustapha Niasse, beaucoup de jeunes ne le connaissent pas. Alors, ce nouveau élan de politique doit être suivi par ces leaders-là. Ces leaders-là doivent comprendre que ils n'ont plus, c'est-à-dire l'avenir appartient aux jeunes. Le temps est révolu. Parce que le PS a raté le coche lorsqu'il a laissé Khalifa Sall créer son propre parti. On pouvait l'accompagner. Qu'est-ce que ça leur coûtait d'accompagner Khalifa Sall? Mais nous ne sommes pas comment ils peuvent laisser Khalifa Sall et aller soutenir Macky Sall? D'autant plus que Macky Sall n'était pas candidat. Non, quand même. Moi, je me dis que ces leaders-là, ils doivent se ressaisir. Il y aura forcément des fonds. Et c'est des partis qui régressent de plus en plus parce que les résultats des dernières élections l'ont démontré avec moins de 5%. Malheureusement, ces résultats aussi. Et, par exemple, je prends le résultat de Khalifa Sall. Moi, je me dis qu'il ne faut pas qu'il se décourage. Parce que ces élections-là, tout le monde savait que ce sont des élections à d'habitude référendaire. Donc, c'est pas parce que tu as 2,2% ou 2,4% que toi, ton électorat, tu l'as perdu. Non. Il y a les législatives qui arrivent. Il y a les locales qui arrivent. Il faut remobiliser les troupes. Aller voir le PS, essayer de récupérer le PS et créer son propre nouveau parti. Pour permettre au moins de garder celui qui est le PS. De même, ce que je dis là, je le dis parce que j'ai pris exemple comme PS, mais je peux citer aussi le PDS. Laissez les jeunes diriger ces partis-là. Il y a des jeunes très dynamiques qui sont dans ces partis-là. Des intellectuels de mais haut niveau. Quand vous dirigez le PS, mais il n'avait pas 45 ans. Tout à fait. Et nous sommes dans l'ère des jeunes maintenant. Alors, les mentalités ont changé. Voilà. Je vous rappelle que nous recevons M. Mamadou Ba, qui est enseignant, qui est également acteur de développement. Alors, M. Ba, parlons un peu sur la reddition des comptes. L'État a décidé de faire l'état des lieux partout où les finances du peuple ont été gérées. D'ailleurs, c'est le peuple qui l'exige. Alors, quelle appréciation faites-vous de cette décision-là? Alors, moi, des fois, quand j'entends des gens, quand on parle d'audit, automatiquement, tout le monde se ressaisit pour dire que l'audit, on est en train de faire des audits. Mais l'audit, c'est la chose la plus normale dans une société. Parce que l'audit, c'est tout simplement une évaluation de ce qui s'est passé. Et on doit le faire en permanence. On doit le faire en permanence. Mais quand maintenant ce gouvernement arrive et parle d'audit, mais c'est la chose la plus normale. Il faut qu'il fasse l'état des lieux. Parce que le président, d'après le communiqué du Premier ministre que j'ai lu, il a dit au Premier ministre que l'IGE et l'OFNAC, publient les rapports. Mais quand on dit publier, mais les mots ont le sens. Parce que publier, c'est rendre public la chose. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'eux, ils veulent dire aux Sénégalais, ce pays-là, nous l'avons trouvé dans cette situation. La gestion est là. Voici le rapport de la gestion de l'ancien président. Les rapports, on les met à la disposition du peuple. C'est pourquoi on dit publier, rapport public. Le peuple doit savoir également. Mais pourquoi des secrets? Moi, je me demande, quand vous allez dans un ministère, la plus normale des choses d'abord, c'est de publier ce qui s'est passé ici. Maintenant, rendre ça public, si la loi nous le permet, mais pourquoi ne pas rendre ça public? Et qu'est-ce que ça nous coûte que la population sache que dans ce projet-là, les gens ont fait ceci,
on fait cela, il reste ceci, il reste cela. Mais ça, c'est très normal. Maintenant, d'ailleurs, on parle d'audit. Quand on parle d'audit, généralement, les gens pensent au finance. Mais l'audit, c'est partout. Même dans l'enseignement, nous, avant-hier, vendredi, ils ont démarré. Ils ont commencé les audits dans l'enseignement. Et je sais que dans tous les secteurs, ils vont faire ça, c'est l'état du milieu, c'est ce qui est plus normal. Maintenant, celui qui a peur, c'est parce que tu n'as pas, ou bien tu as quelque chose à cacher. Quelqu'un qui n'a rien à cacher doit même rendre ces choses publiques avant qu'on le rende public. Parce que l'OFNAC est en train de faire son travail, l'IGE est en train de faire son travail. Tout à fait. Et pour plus de clairvoyance, tous les rapports de tous les organes de contrôle seront épluchés, ça c'est sûr. Alors, il y a une affaire qui avait défrayé la chronique, l'affaire des 94 milliards, et celle de Mamoudou Diallo, et celle du Prodac. Je pense que ne seront pas ignorés car c'est une manne financière que contient ces deux dossiers-là. Oui, vous avez ces deux dossiers-là. Parce que c'est des mannes financières. Oui, c'est des mannes financières. Parce que 94 milliards, moi je me demande ce que les Sénégalais savent de 1 milliard. Mais ça, c'est beaucoup d'argent. Maintenant, comme ce sont des choses qui sont dévoilées au public, mais quand même, il n'y a toujours pas de quoi. On est en train tout simplement d'accuser les gens sur une chose. Maintenant, voilà un travail, une opportunité pour la justice de travailler clair. Parce qu'on est dans une administration. Il n'y a pas de choses qui doivent être nébuleuses. C'est-à-dire que quand on vous donne un projet, la première des choses, c'est tout simplement de présenter le planning. Le financement, tout le monde sait que ça se fait avec de la traçabilité. Tout ce qui n'est pas traçable, c'est parce qu'il y a du nébuleux. Maintenant, pourquoi les filles là, Nia et Diallo, quand ils accusent de Ousmane Sonko de diffamation, c'est vrai, ça c'est un autre problème. Mais quand même, ils vont aller se justifier sur ce qu'on leur a accusé. Mais moi, ce que j'ai vu ces temps-ci, on a vu le ministre Mambaïna faire des sorties disant qu'il a été blanchi. Est-ce que ce n'est pas facile comme déclaration? Non, c'est un dossier sur avec lui, la fait comme dégâts. Mais lui, il est en train de jouer avec les mots. Il a été blanchi sur la diffamation que M. Sonko lui avait accusé de telles choses. Il lui a dit que c'est faux. On lui a donné raison sur ça. Parce que tout simplement, M. Sonko n'a pas amené de preuves. C'est sur ça qu'il a été blanchi. On ne peut pas te blanchir alors que le dossier n'est même pas sur la table de la justice. Donc il faut qu'il fasse très attention. Il faut qu'il se taise en attendant que la justice fasse son travail. Parce que ça là, c'est 94 milliards et c'est je ne sais pas combien de milliards là. C'est sûr et certain que la justice va nous édifier d'ici les mois qui vont venir. Ça c'est sûr et certain. Et c'est pas seul. Moi j'ai entendu les DG du port, l'ancien DG du port et tout ça, les emplois fictifs, tout ça c'est pas normal. Des jeunes qui sont là, sans travail, qui ont leur formation, qui ont tout. On paye des gens dont on ne voit jamais au travail, des agents fictifs. On nous parle de 1000 agents fictifs, mais ça c'est écœurant. C'est ça qui crée la frustration au niveau de la jeunesse. Surtout dans les ministères. Mais moi je vais te parler de l'audit de l'enseignement. Le dernier audit, c'est il y a 3 ans ou bien 2 ans de cela. Mais on avait dénombré 1000 et quelques agents fictifs, 1000 et quelques enseignants fictifs. Mais qui percevaient leur salaire. Je ne sais pas s'ils percevaient en tout cas leur salaire sortait du trésor public. Où est-ce que ça allait maintenant? Ça c'est un autre problème. Et ça c'est des milliards, des milliards. Donc il faut que ce pays-là, il faut que les gens
apprennent à travailler. Tout à fait. Parce qu'on ne peut pas développer ce pays en restant là les bras croisés comme des cow-boys avec Tom Moudo. Ça, c'est impossible. Et Tom Moudo, ça existe. Ça existe dans ce pays-là. Tom Moudo, ça existe. Ça existe. Mais ça existe. Et les nouvelles autorités ont du pain sur la planche. Alors, s'il y a des gens qui méritent d'être en prison, il faut les mettre, ne serait-ce que pour dissuader ceux qui cherchent Mais bien sûr. Mais il y a tout à fait, tout à fait. Alors, sous le régime de Macky Sall, on avait mis injustement des gens en prison. Et les populations l'ont vécu avec beaucoup de philosophie. Alors, s'il y a des gens qui ont détourné les derniers publics, il faut qu'ils payent. Il faut qu'ils payent, parce que c'est l'argent du contribuable. C'est l'argent du contribuable. Ceux qui ont, d'ailleurs, comme tu l'as dit tout à l'heure, ceux qui ont détourné les derniers publics ont fait du tort à la société. Ils ont détruit les vues d'emploi, ont poussé les jeunes à l'exil, alors par manque. Parce que cet argent-là pouvait faire des financements et l'affaire des jeunes. Pouvait faire des financements, mais plus encore, ça crée la rancune. Mais juste c'est la rancune qui a créé ces manifestations. Moi, je me suis tout dit que Ousmane Sonko était le déclencheur. Mais il y avait des gens qui murmuraient des choses dans leur tête, c'est-à-dire que cette rancune-là envers nos autorités. Parce que tout simplement, l'arrogance, parce que. Mais c'est des gens qui ont une opulence, comment je dis, une opulence qui dépasse même l'entendement. Parce que quand on te dit un fonctionnaire et on te parle de milliards, mais tu te dis, yo, tu es fonctionnaire. Tout à fait. Yo, tu sais nettement que le fonctionnaire, le ministre, je crois, il perçoit entre 2 millions et quelques. C'est-à-dire que même si tu perçois 2 millions, même si tu perçois 5 millions et quelques, par rapport à ta façon de vivre, par rapport à tes besoins, avec toutes les activités que tu peux mener en dehors, parallèlement, tu ne peux pas être accumuler non, des milliards. Ça c'est impossible. Il ne faut pas que les gens nous prennent pour des demeurés. Tout à fait. Parce que dans les pays européens, moi j'ai suivi un jour un documentaire sur les avoirs des politiciens français. Mais lorsqu'on est allé sur leur compte, par exemple, je prends l'exemple de Marine Le Pen, même on a trouvé moins 15 000 euros. Même moins 15 000 euros. Quand même, ça veut dire qu'ils ont des dettes. Même le nouveau président là. Mais lorsqu'il a fait sa déclaration, les gens étaient éveillés. Et pourtant, c'est un inspecteur merci beaucoup. Très bien. Et pourtant, c'est la hiérarchie. Avec des gens qui sont au sommet de la hiérarchie. Ce sont ces gens-là qui ont des dettes, à plus forte raison des gens qui sont dans la plus petite administration. Tout à fait. Il faut qu'on soit sérieux. Tout à fait. Alors, sortons un peu sur ce sujet-là, la confiscation des passeports diplomatiques d'anciens ministres. N'est-ce pas la détention de cette pièce honorifique-là doit être en relation avec la fonction? Mais tu n'es plus aux affaires. À quoi bon sert le passeport diplomatique? C'est-à-dire si tu veux donner à tous les anciens ministres un passeport diplomatique. Et le passeport diplomatique, n'oublions pas que mais c'est un passeport passe partout. C'est-à-dire que donc toi, tu vas être surveillé. Parce que tu es en train, parce que tu es un diplomate au Sénégal. Quelqu'un qui passe partout. Et normalement, ce gars-là doit être surveillé. Mais les passeports diplomatiques, je ne parle même pas des ministres seulement, mais beaucoup l'avaient. Je ne veux pas citer des obédiences, mais quand même beaucoup l'avaient. Et de quelle manière? On te dit que certains l'achètent, certains le font parce que simplement ce sont des amis avec tel. Mais à quoi ça sert? Parce que le passeport diplomatique, c'est pour quelqu'un qui joue un rôle dans la diplomatie, dans les affaires extérieures du pays. Maintenant, on peut le donner, on peut le refuser à ça, mais aussi on peut l'accepter pour ceux qui travaillent toujours pour le pays. Donc c'est tout à fait normal qu'à la fin de la fonction de ministre, le passeport diplomatique soit confisqué. Qu'ils retiennent tout simplement le titre de ministre. Parce qu'on va récupérer tout le bien, bien sûr. Le passeport diplomatique fait partie des biens. Voilà. Monsieur Ba, la première visite du président
nouvellement élu du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, à l'extérieur. Il a choisi la Mauritanie. Alors, quelles sont les opportunités d'une telle visite? Mais comme l'a dit, la visite du président, naturellement, c'est toujours politique. Bien, la sortie du président même, c'est toujours politique. Bon, tout le monde sait que la Mauritanie, quand on parle de Mauritanie, on pense au gaz et au pétrole. Il faut que les gens aussi sachent que ces dirigeants sont arrivés à une ère où le Sénégal est doté d'une ressource naturelle la plus chère au monde. Et on le partage avec un pays frontalier qui est la Mauritanie. Tout à fait. Donc c'est très normal qu'il fasse sa première visite, qu'il aille là-bas. Et c'est sûr que les gens ils vont forcément discuter du problème du gaz et du pétrole. Parce que nous n'oublions pas aussi que le Sénégal et la Mauritanie, c'était une paix précaire. Tout à fait. Quand même. Donc eux, ils ont intérêt à s'allier, à créer une nouvelle façon de vivre pour le bien-être de tous les deux pays. Maintenant, après, j'ai entendu dire qu'il doit partir en Gambie. Mais avant d'en arriver là-bas, la visite en Gambie, il y a également un secteur très important, la pêche. Vous savez que nos pêcheurs ont souvent des difficultés. D'ailleurs, il y a beaucoup de leurs pirogues, de leur matériel de pêche qui ont été confisqués. Je pense que également c'est un point très essentiel. Donc effectivement, on partage des choses économiques. On partage la mer. D'ailleurs, c'est dans la mer que se trouvent tous. Les ressources. Dans la mer se trouve le gaz, le pétrole, mais aussi les poissons. Donc, comme ce sont des frontières, donc ils sont obligés de collaborer. Et la collaboration, moi je dis que le président joue un rôle. Les autorités administratives jouent leur rôle. Mais aussi la population doit jouer un rôle. Quand on est voisins, on est dans le même bateau. Donc on va essayer d'avoir un bon comportement. On va essayer de ne pas avoir de malentendus. Tout à fait. Tout ce qui est faisable, on le fait. Tout ce qui peut créer des problèmes, ou bien qui dépasse dépasse notre autorité, on soumet ça à l'autorité suprême, c'est-à-dire l'administration. Il y a les préfets, il y a les sous-préfets. Maintenant, le Sénégal, ou bien le Sénégal même, n'a pas cette culture-là. C'est-à-dire que cette culture, on doit l'ancrer dans nous. On ne peut pas se faire police. Tout à fait. On est là, on a choisi des gens pour nous diriger, on a des problèmes, on soumet ça à l'autorité. Et que l'autorité aussi fasse son travail. C'est très simple. Parce que quand des populations, ont des problèmes, et toi tu restes là les bras croisés, on ne le voit que quand il y a des dégâts, comme l'année dernière, je crois, ça aussi c'est un problème. En tout cas, entre le Sénégal et la Mauritanie, c'est deux peuples appelés à vivre ensemble et à partager leurs ressources avec un partenariat gagnant-gagnant. Je pense que ce sera bon pour les deux pays. Oui, ça sera bénéfique pour les deux. Voilà, bénéfique surtout. Alors, et la visite en Gambie? Mais la visite en Gambie aussi, là aussi c'est politique. Tout le monde sait que la Gambie, c'est une enclave dans le Sénégal. Et tu traverses la Gambie pour aller en Casamance. Et on ne peut pas ne pas parler de la Gambie sans parler du problème qui se trouve en Casamance avec la Réunion. Donc tu es obligé de collaborer avec ce pays-là. Tout à fait. Parce que tout simplement, de travailler ensemble, même la Guinée-Bissau après. C'est sûr qu'il va y aller. Donc ces visites-là, moi je trouve que ce sont des visites tout à fait normales. Parce que ce sont des visites qui sécurisent, Qui raffermissent même. qui raffermissent les liens, mais aussi qui te sécurisent. Tout à fait. Parce que quand même, on ne peut pas lutter contre la rébellion carrément et occuper La Gambie. et la Guinée-Bissau. Ça, c'est possible. Tout à fait. Tout à fait. Surtout encore le trafic du bois. Tout à fait. Le trafic du bois. Tout à Parce fait. qu'entre le Sénégal, Gambie, Guinée-Bissau, mais c'est une plaque tournante d'un trafic
qui ne dit pas son nom. Tout à fait. On a parlé de drogue ces temps-ci. Donc ça veut dire que ces trois pays-là ont intérêt à travailler ensemble pour essayer d'éradiquer cette chose-là. Tout à fait. Et la Casamance, il faut qu'on règle ce problème-là. Les autorités casamançaises et les autorités, comment dirais-je, de notre pays-là, du Sénégal. Parce que la Casamance fait partie du Sénégal, mais eux, quand ils parlent de la Casamance, ils disent le Sénégal. Et c'est dans le même pays. Il faut qu'ils s'assoient autour d'une table et discuter parce que tous les problèmes du monde ont atterri dans une table ronde et on les a réglés. Il n'y a pas un problème qu'on ne peut pas régler. Donc, ça va se régler. Tout à fait, tout à fait. Alors, nous sommes presque à terme de notre émission, mais ça a été vraiment très vivant. Alors, votre dernier mot, M. Ba? Bon, moi, je dirais, mon dernier mot, je vais l'adresser à la jeunesse. Parce que aussi, si on veut développer un pays, il faut que la jeunesse sache que ce pays-là leur appartient. Parce que on ne peut pas rester les bras croisés et attendre l'État sur beaucoup de choses. Tout à fait. Moi, j'ai un problème sur pourquoi l'État ne s'active pas sur la formation des jeunes. On n'a pas touché l'éducation sur les problèmes de l'éducation, malheureusement. Peut-être une autre chose. Mais parce que la formation, c'est la chose la plus importante chez l'individu. Vous pouvez en parler quelque chose? Ok. Parce que tout simplement, parce que si on veut éradiquer cette chômage-là, une personne qui n'a pas de qualification, tu ne peux pas l'aider à travailler. Tout à fait. Donc, cette jeunesse-là, il y a les métiers qui sont là. Un métier libéral, c'est un métier que toi-même, tu trouves la formation. La formation peut être informelle, comme elle peut être formelle. Mais dès que tu as ton métier, mais tu es libéral. Par exemple, quelqu'un qui apprend l'électricité, la maçonnerie, mécanicien, menuiserie, taille, etc. Tu ne fais que 2 ans de formation, mais 3 ans de formation. Après, tu as ton métier. Mais on ne peut pas rester là les bras croisés, soit disant que j'ai mes diplômes, tel. Un diplôme ne travaille pas. Un diplôme ne te permet pas de travailler. Un diplôme, c'est une carte pour entrer dans un concours, bien dans une école de formation. Donc les jeunes, allez vous former. N'attendez pas le gouvernement. Allez vous former. Parce qu'un enfant qui a échoué à l'école, d'ailleurs on n'échoue jamais à l'école. On n'échoue jamais à l'école. On est à l'école pour apprendre quelque chose. Cette chose-là, on l'a apprise, on sort, on aille faire une formation. Tout à fait. Après la formation maintenant, soit l'État peut te prendre dans le service public. Là, au moins, tu es spécialisé dans un domaine. Tu as une qualification. La qualification. Dans ce monde où on vit là, il faut la qualification. Il ne faut pas rester les bras croisés parce qu'il y a beaucoup de... Je ne vais pas jeter le discrédit sur les marchands ambulants ou bien Les conducteurs de moto. les Jakarta. Mais ça, honnêtement, c'est pas un métier, c'est un travail, c'est pas un métier. Tout à fait. Et c'est un travail. Les gens disent qu'il n'y a pas de sous-métier. C'est vrai. Et ça ne développe pas le pays. Mais en plus, c'est des jeunes valides. Tout à fait. Parce qu'on dit naturellement, on dit que jeunes comme parce que c'est le bras qui travaille. Et dans les pays africains, il y a beaucoup plus de jeunes. Et si tous les jeunes, par exemple 70% des jeunes, sont là en train de faire un petit travail pour tout simplement survivre. Jusqu'à quand? Tout à fait. Jusqu'à quand? Les motos de Jakarta, mais on peut les régulariser. Mais quand même, aller trouver un métier. Moi, je dis toujours qu'il faut une formation pour les jeunes. Tout à fait. Est-ce que le gouvernement ne doit pas mettre des conditions surtout dans l'agriculture. Parce que ces jeunes-là peuvent vraiment se lancer dans l'agriculture. C'est un secteur porteur. Mais si on insiste sur l'agriculture, ces jeunes-là qui sont là vont retourner. Parce que 90% de ces jeunes viennent de la campagne. Et ils ont raison de venir à Dakar. Parce que tout simplement, son ami est là à Dakar en train
de gérer ça. Mais moi, ce que je constate, que le secteur commence à être saturé. Parce que je vois dans les coins et recoins de la rue, il y a presque 50 ou bien 100 motos Jakarta qui sont là qui attendent un client pour 2 000 francs pour 3 000 francs. Voilà, c'est ça. Ça, c'est pas un métier. Voilà, ça, c'est un travail en attendant. Donc, le jeune qui a 20-25 ans doit penser à avoir une qualification pour le monde futur. Dans ce monde futur, celui qui n'a pas de qualification, il n'a pas de chance de réussir. Il n'a pas. Et à Dakar, malheureusement, ce sont ces jeunes qui inondent les rues. Alors, merci M. Ba. Vraiment, c'était un plaisir de vous recevoir. Ce n'est que partie remise. On aura l'occasion de parler de l'éducation surtout. Voilà, vous allez nous revenir après. Merci à nos chers auditeurs de la 98.7. Merci au directeur de la radio, M. Abdoulaye Diop. Merci également au rédacteur en chef, Moussa Niang, qui nous suit à chaque fois et qui nous donne des conseils, des orientations également. Merci à tout le monde, à tous les travailleurs, à tout le personnel de Océan FM 98.7. À dimanche prochain pour un autre invité. Merci.